Voici un violoniste qui a beaucoup su faire parler de lui dans le monde du violon. Et même ceux qui ne connaissent pas grand-chose au violon connaissent Stéphane Grappelli. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? C'est le format de cette vidéo. Grappelli n'est pas le seul violoniste jazz. Ni le premier. Pourtant, il reste le plus connu, ayant joué avec la plupart des musiciens de son époque. Et même avec certains géants du classique. Né à Paris en 1908, il n'est pas le premier à faire du violon jazz, qui vient tout droit des États-Unis. Alors oui, Grappelli n'est pas seulement violoniste, mais également pianiste. Et compositeur, ayant même composé pour le cinéma. Mais on pourrait également citer d'autres violonistes jazz, tels que Didier Lecoud, l'un de ses élèves, également compositeur. Non, pour moi, le succès de Grappelli et sa longue carrière viennent essentiellement de trois choses. De son style posé et apaisé, quand on le voit jouer, ça a l'air facile. Ça sonne libre et en jouant, il nous fait oublier les contraintes techniques du violon, ce qui est très rassurant pour l'auditeur. Grappelli a appris le violon en autodidacte et par conséquent a un style très personnel, mais nous en reparlerons par la suite. Le deuxième élément qui le distingue des autres, c'est sa personnalité très collaborative. Il a joué avec un peu tout le monde. Oscar Peterson, tellement de monde. Et même avec des musiciens classiques qui ont été convertis au jazz, sachant que Grappelli n'a jamais été converti au classique. Il dira d'ailleurs « J'aime jouer avec des gentlemen. La musique que l'on joue est trop importante pour la partager avec des gens qui n'ont pas de tenue. Combien de fois ai-je vu des musiciens qui ne saluent même pas le public? Moi aussi je suis timide, j'ai le trac, mais il faut avoir du nerf. » Donc ce qui fait sa force, c'est qu'il a collaboré avec une grande diversité de musiciens. Il a un peu collaboré avec tout le monde, sauf avec les nazis. Il passe d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, le seul pays libre d'Europe à l'époque. Il y développe sa carrière, peaufine et affine sa technique, son style, sa musicalité, et il y compose beaucoup. Il prépare ainsi sa carrière à venir, qui va repartir de plus belle au lendemain de la guerre. Et le troisième élément qui le distingue des autres, c'est sa technique de musicien des rues assez atypique. N'ayant pas fréquenté les conservatoires et ses parents n'étant pas musiciens, il a dû se débrouiller tout seul. Et il dit d'ailleurs « Je n'ai jamais eu de professeur, je n'ai jamais étudié. Si j'avais étudié, je ne pourrais pas jouer à ma façon. » C'est exactement ce qui me permet de faire des écarts. Avec plus de technique, je ne me permettrais pas de jouer comme je joue. Donc vers l'âge de 12 ans, il commence à jouer du violon dans les rues et dans les cours d'immeubles pour rapporter un peu d'argent à la maison. Comme quoi, c'est possible d'apprendre le violon complètement en autodidacte et d'avoir une belle carrière malgré tout. Il a probablement appris le violon en regardant des tutos sur YouTube. Non, je plaisante. Et à propos de tutos, que peut-on dire de sa technique atypique? Sa tenue d'archer à la russe, avec les doigts plutôt rapprochés et légèrement inclinés vers l'index. Donc on a surtout ces deux doigts, l'auriculaire et l'annulaire, qui sont assez raides, avec l'index qui est plutôt arrondi. Ce qui fait que, où qu'il soit dans l'archer, finalement, sa main ne bouge pas beaucoup. Sa main reste plutôt assez statique, contrairement à la tenue plus à l'américaine, avec la main plus horizontale, plus dans l'alignement, ce qui fait que la main est beaucoup plus flexible. Donc les deux écoles fonctionnent bien. D'ailleurs, on a des virtuoses des deux écoles, donc c'est qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais disons qu'avec cette technique-là, c'est plus difficile de jouer au talon. C'est pour ça qu'il est plus dans la moitié supérieure de l'archer. On remarque que l'auriculaire se lève pour libérer l'archer. Et donc finalement, on remarque que son poignet est quand même très moteur, comme si c'était lui qui dirigeait l'archer. On voit ça aussi chez Mark O'Connor.
que chez ces violonistes, j'ai l'impression que leur poignet est le moteur de l'archet. Alors que chez des violonistes plus classiques, c'est souvent l'avant-bras ou les doigts. Donc selon le style que l'on joue, un style plus manouche, style sien, eh bien on a une technique d'archet qui sera adaptée. La musique jazz, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais j'ai l'impression que les phrases sont moins longues. Il y a beaucoup plus de coupures, de respiration. On n'a pas des phrases à la romantique, ou même à la classique, qui durent sur de nombreuses mesures. Donc c'est une autre manière de gérer l'archet. Donc son auriculaire, comme on le disait, est plutôt droit, et parfois il quitte l'archet pour avoir plus de liberté. C'est ça un petit peu entre l'auriculaire qui est très libre, volant, et le poignet qui est très flexible. C'est ça qui lui permet de compenser avec sa tenue d'archet, qui est plutôt relativement figée, quand on compare avec d'autres violonistes classiques. Donc ça, c'était la tenue d'archet. Que peut-on dire de sa posture? On peut dire qu'il a les pieds plutôt assez rapprochés, ce qui fait que c'est un peu comme un pivot. Il ne bouge pas ses jambes, il ne se déplace pas. Donc il danse parfois sur scène en fléchissant ses genoux, mais sans bouger. Il joue également sans coussin et a tendance à lever son épaule gauche, ce qui n'est pas quelque chose que je recommanderais. On remarque également qu'il a son violon très devant, presque à midi, que je ne conseille pas non plus, parce que ça veut dire qu'il ferme un petit peu son buste, alors que s'il laisse son violon un petit peu plus ouvert, plutôt vers 10h30, et non pas vers 9h non plus, sans aller dans les extrêmes, ils ont le violon un peu plus vers ici, et non pas là, parce que ici on va fermer le dos, et ici on va fermer le buste. Donc pour plus de confort, plus d'efficacité, je recommande plus d'espacer un petit peu les jambes pour être plus à l'aise et d'avoir le violon un petit peu plus sur le côté. Après, chacun sa morphologie et son style, parce que devant, on se sent plus libre. Là, on est un peu plus figé parce que le coude il bute contre notre buste. Quoi qu'il en soit, on remarque que son pouce est extrêmement mobile, ce qui lui permet cette grande vélocité de sa main gauche. Et on remarque également que ses doigts restent au-dessus des cordes. Donc ça permet une main gauche très focus et donc très efficace. Comme on le voit, il a un jeu très fluide et il donne l'impression que c'est facile. Comme quoi, il n'y a pas qu'une façon de jouer le violon. Et à ce propos, je vous ai mis un petit cadeau dans le descriptif qui va vous plaire. Donc pour en revenir à sa main gauche, on remarque également que son vibrato est très rapide. Ce qui est assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'il a un vibrato plus rapide en étant plus âgé que quand il était plus jeune. Bon, en même temps, on n'a pas beaucoup de vidéos de quand il est jeune vraiment, mais en général, plus on prend de l'âge et plus on commence à être plus lent au niveau de nos gestes. Donc si on a un vibrato très rapide, il va commencer à se ralentir. Si on a un vibrato déjà lent quand on est jeune, quand on aura 80 ans, comme c'était son cas, il sera encore plus lent. Donc c'est assez étonnant. Peut-être qu'il a vu Yasha Heifetz en concert. C'est qu'il s'est dit que ce vibrato électrifiant était une belle source d'inspiration. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce qui me touche chez Grappelli, donc c'est la grande fluidité de son jeu et le fait qu'il joue comme il respire. Tout coule librement, il n'est pas inhibé. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. On n'a pas l'impression qu'il se prend la tête sur des tas de détails de considérations techniques. Peut-être parce qu'il joue depuis qu'il est enfant, et donc finalement il est plus dans la musique, dans l'interprétation que dans l'exécution. J'en parle souvent d'ailleurs de ce côté plus introspectif que démonstratif. Ce qui est intéressant aussi au jazz, c'est que beaucoup de fois la note répète. Et on entend bien les glissades. Ça fait partie du langage jazz, tous ces côtés glissades et ces côtés répétitifs qui finalement sont plutôt faciles. Parce que c'est facile de répéter les mêmes notes. Beaucoup plus que de changer. Sans se mettre trop en danger, on peut avoir un phrasé et une façon de jouer qui est assez captivante. C'est un peu le côté minimaliste
du jazz. N'étant pas expert, j'en ai quand même fait quelques années, mais c'est surtout ça qui m'a étonné par rapport au côté plus classique où parfois c'est quand même très ingrat parce que il y a beaucoup de changements et finalement ça ne donne pas quelque chose de si intéressant alors que c'est très difficile à jouer. Et parfois en jazz, avec seulement une note répétée pendant 3 mesures, on va réussir à faire un effet très virtuose sans trop se fatiguer. Et donc en le voyant, on a l'impression que le violon n'est pas si difficile finalement. Ce qui est un peu une façon de démocratiser cet instrument qui est souvent considéré comme très académique et très scolaire et très figé, un petit peu comme si ça n'avait pas évolué depuis les 300 dernières années. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme Grappelli qui a vraiment créé toute une école. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent de lui, comme Jean-Luc Ponty, comme Didier Lecoul dont on parlait et beaucoup d'autres. Finalement, il a vraiment influencé toute une génération de violonistes qui sont devenus eux aussi des violonistes jazz. Ça aura sans doute permis en tout cas de démocratiser cet instrument en donnant espoir à tous ceux qui n'ont pas fait le conservatoire. Grappelli aura permis au violon de sortir des sentiers battus pour avoir une image plus libérale. D'ailleurs, l'un de ses violons, un magnifique Montagnana, a gardé en lui une partie de sa sonorité. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de jouer sur son Montagnana et j'ai retrouvé sa couleur et son timbre aussi singulier, comme s'il avait laissé une partie de sa personnalité dans son violon. J'aurais dû m'enregistrer et pas seulement prendre une photo si j'avais su que je ferais une vidéo sur lui quelques années plus tard. En tout cas, j'ai apprécié de jouer sur cet instrument chargé d'histoire et hors de prix. Donc pour résumer, on a vu que sa posture lui permettait de pivoter sans affecter son buste, que sa tenue d'archer lui permettait d'obtenir différentes articulations et une sonorité très chaleureuse, et sa main gauche est restée stable et rapide, même lorsque Grappelli était déjà âgé. J'apprécie son jeu contrasté et son style reconnaissable parmi tous. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez probablement que le jazz n'est pas ma spécialité. J'ai plutôt une formation classique, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne sur cette chaîne. Et à propos, voici une autre vidéo qui va vous aider à progresser. Et pour recevoir par email mes conseils gratuits chaque mercredi, cliquez ici. À mercredi.